Porter le maillot vert, c'est une chose qui est un petit peu comme le maillot tricolore, c'est-à-dire que c'est un maillot qu'on respecte parce que ce club avait déjà une histoire. Tous les joueurs rêvaient de jouer à Villeurbanne, ça c'est sûr. C'est Philippe Delanoux qui disait, quand on a porté une seule fois le maillot de Villeurbanne, on est fier toute sa vie. La première fois où je suis rentré avec le maillot sur le terrain, je me sens... Enfin, c'était bizarre, j'avais envie de jouer, j'étais heureux, en même temps angoissé, parce que j'avais envie de bien faire, mais c'était tellement énorme pour moi que... C'est presque un patrimoine. Il y a toujours cette cote d'amour. Quand le club se déplace, ou en France ou à l'étranger, c'est l'Asvel, ça représente quelque chose. Pourquoi, je sais pas. Peut-être parce que c'était le premier grand club français, vraiment, de basket. Il est des aventures collectives que rien ne semble pouvoir arrêter. Des aventures humaines qui traversent le temps pour devenir légendes. En feuilletant page après page l'album de famille, que de chemins parcourus. De la sueur, des larmes, des succès, des échecs, des divorces, des coups de gueule, tout cela pour l'amour d'un maillot vert. Et grâce à tous ces hommes qui se sont battus, l'Asvel possède aujourd'hui le plus beau des palmarès. Il faut dire que dès la naissance en décembre 1948, dans un hôtel du quartier des Brotteaux, de bonnes fées semblent s'être penchées sur le berceau d'un nouveau-né qui avait pour parents deux clubs que tout opposait. L'Éveil de Lyon était un club catholique et l'ASV était un club FGT. C'est-à-dire à l'époque, c'était à tendance communiste, quoi. Donc faire une fusion là, c'est des génies parce qu'à cette époque, il y avait un peu de la guerre des religions. Hein. Souvent, il m'arrive de dire que c'est l'association des blancs et des rouges, puis si on fait de la symbolique de couleurs, dans la lecture, il est dit que le blanc et le rouge sont les deux couleurs, les deux attributs, sagesse et amour de Dieu qui donne naissance à la vie. Et l'Asvel joue en vert, qui est le symbole de la vie. Dès le départ, ils s'entendent. C'est la pratique du basketball, voilà. On a eu affaire à des gens intelligents. Unir des catholiques avec des anticléricaux, c'est le pari de Pierre Barbier, un passionné qui aime les défis audacieux. Et le miracle a eu lieu. Pour l'amour du basket, des amateurs vont faire équipe et multiplier les victoires. À l'image d'André Buffière, Monsieur Basket, comme on l'appelle avec respect. Un monument, premier capitaine d'une Asvel héroïque qui allait devenir un mythe. Moi, je venais d'Oula, d'un patronage où tout le monde jouait au basket. À Oula, il y avait 3 clubs déjà. Il y avait même des paniers dans les arbres. Je me rappelle, les gosses jouaient, tout le monde jouait au basket. Hein. Et j'ai joué très jeune. Je crois que j'ai joué en équipe première à 15 ans. Hein. Donc c'était le truc de l'époque. Hein. Les gens ne partaient pas en vacances, mais il y avait le curé qui s'occupait du patronage. Et pendant les vacances, on jouait 4-5 heures par jour. Hein. La première année, moi j'étais à Paris à la finale, j'étais donc joueur, capitaine, entraîneur et manager. Et là je me suis rendu compte que c'était pas possible de faire ça, j'ai failli faire perdre la finale à cause de ça. Et au retour avec M. Barbier, je lui ai dit il faut absolument trouver quelqu'un pour m'aider, pour le former comme manager. Alors il cherchait, il a trouvé Darcy, il n'avait pas fait le basket, mais il était spécialiste d'athlétisme. Et donc, qui est venu avec moi, qui s'est formé comme manager, qui faisait l'entraînement physique de temps en temps. Tous les jours, de toute façon, chaque joueur avait un ballon. Et en dehors, par exemple, entre midi et 2 heures, s'il habitait à proximité ou travaillait à proximité d'un terrain, il devait effectivement essayer d'entretenir l'adresse. Où il allait manger, il sautait le repas, ou il prenait un sandwich, il s'entraînait à midi pour les fondamentaux, et j'allais les prendre un peu de partout. Pour les entraîner, et on faisait à peu près 2 à 3 entraînements par semaine le soir, collectif, quoi. J'étais pris par Buffière, j'habitais chez lui, c'est lui qui m'entraînait,
qui m'assaisonnait assez souvent, parce que j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, et oui, avec des shoots marocains et tout ça, il me loupait pas. Et bon, j'ai fait mon apprentissage avec lui, quoi. Vous m'excuserez de l'expression, mais j'ai rarement vu des têtes de l'art les 15 premières années de l'Asvel, de la part des joueurs. On était heureux, fiers, conquérants. Je pense que c'était déjà l'essentiel. À l'époque, c'est à l'extérieur que le basket se pratique, sur la terre battue parfois, et qu'importe la pluie, le froid ou le vent. Objectif des joueurs de l'Asvel, obtenir une salle couverte. Et pour cela, ces têtes de l'art iront jusqu'à mentir. Monsieur Barbier qui a une idée lumineuse, qui dit ça y est, j'ai une idée, on verra bien. On va aller voir le maire de Villeurbanne, Lazare Goujon à l'époque, puis on va lui poser on va faire un bateau que Herriot nous accorde une salle de 800 places. On verra bien la réaction. On est reçu à la mairie par Lazare Goujon. Comment? Herriot, 1200, je double, à condition que vous veniez à Villeurbanne. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de faire la Maison des Sports avec 2400 places et qui a été inaugurée en 1957, je crois, novembre 57. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de structure. À l'Asvel, c'était des dirigeants bénévoles, c'était des amateurs. On ne peut pas dire autre chose. Je prends un exemple, les maillots. C'est ma mère qui les lavait, les shorts. Après, ça a été mon épouse, ça veut dire. Je travaillais de 7h du matin à 7h du soir, comme tous les autres employés, sans distinction de valeurs sportives. J'étais un simple ouvrier comme tout le monde, quoi. Et les entraînements se passaient après le boulot, bien sûr. Donc on s'entraînait de 8h à 10h, 2 fois par semaine. Les déplacements le samedi. On arrivait des fois le lundi matin à Perrache à 7h, à 8h, il fallait embaucher, et ainsi de suite, quoi. Ça s'est passé comme ça. Et que de résultats obtenus par tous ces joueurs, ces pionniers fiers de porter le maillot vert. Champion de France dès la première année en 1949, puis en 50, en 1952. On crée la Coupe de France en 1953, ils l'emportent. Ils vont tout rafler, ou presque. Un homme sur classe, tous ces joueurs. Henri Grange, l'élégant, un pur sang. Il passera 13 années de sa vie à l'Asvel. J'ai fait un match, c'était contre Caen, je crois, un dimanche après-midi à la salle de Barros, au début de la salle. Et j'ai fait un match où j'ai fait 100% sur le match. J'ai mis 30 et quelques points, 35 points. À l'époque, il n'y avait pas les paniers à 3 points, donc il fallait en mettre. J'ai mis tous les paniers et tous les coups francs. Je ne sais pas s'il y a un joueur, même actuellement, qui a fait ça. Je pense que c'est un record personnel pour moi. Hein. Dans l'histoire du basket, sur 50 ans, je voulais bien savoir s'il y en a un qui l'a fait. En mettant plus de 30 points. Hein. Le club lui a permis d'avoir un magasin de sport, ce qui était une destinée assez professionnelle, assez ordinaire à l'époque. Enfin, assez ordinaire. Prisé, c'était une façon de garder un joueur. Bah, moi, en arrivant à 18 ans ici, c'est vrai que c'était pas rendre à Henri Grange ce qui me donnait comme plaisir, mais j'étais assez honoré d'aller de pousser la porte du magasin, de voir que c'était Henri Grange qui servait. Il y avait son épouse aussi à l'époque, mais lui, il était présent dans le magasin. Villeurbanne, à la limite, c'était le grand village. Vous vous baladiez dans la rue,
tout le monde vous connaissait. Vous discutez avec des pépés, des mémés, de tout le monde était là. Il y avait une ambiance spéciale. C'était le petit village. Donc ça fait la force du club. Tous les joueurs en principe habitaient sur Villeurbanne. Donc ils étaient comme moi dans la rue. Tout le monde vous accostait. Et le public va s'enthousiasmer pour cette équipe d'aventuriers. La Maison des Sports vibre face à leurs exploits. Et peu à peu, Villeurbanne et l'Asvel ne font plus qu'un. La ville de Villeurbanne est une ville moderne, récente, qui n'a pas une histoire ancienne avec des monuments vénérables. C'est la ville des gratte-ciel. C'est une ville qui s'est développée à partir de 1900. Il faut que cette ville s'accroche à des symboles forts qui ne peuvent pas être des symboles historiques. Donc les symboles, les emblèmes, les fleurons, ce sont le TNP, l'Asvel, et il faut cet ancrage, et il faut ces repères. C'est indissociable. Pour moi, la ville de Villeurbanne, avec son club de l'Asvel, c'est vraiment une osmose totale. Finalement, le basket à Villeurbanne, c'est ce qui vient singulariser Villeurbanne par rapport à Lyon. Même si l'Asvel, c'est Villeurbanne et Éveil, lyonnais, le L, EL, je crois que l'Asvel perdure parce que c'est finalement un moyen pour une grande ville, Villeurbanne, d'exister par rapport à une très grande ville, Lyon. Majorette, fanfare, défilé de voitures et supporters enthousiastes, un véritable triomphe à l'américaine. Les Villeurbanais ont peut-être perdu leur dernier match contre Bagnolet, mais cette saison restera comme une des meilleures jamais accomplies par l'AS Villeurbanne. Nous, on était tous Villeurbanais, on habitait tous à peu près dans le même coin. Donc, en dehors de la salle et en dehors des entraînements, eh bien, on se côtoyait, on se voyait, on buvait un coup, on allait faire le tiercé, on se côtoyait dans la journée. Puis on se voyait tous les jours, même s'il n'y avait pas de basket, de toute façon, il fallait qu'on se voit. C'est la famille, quoi, c'était la famille. Hein. Ils vivaient un petit peu la vie de Monsieur Tout-le-Monde, quoi. Ils vivaient, c'est pas parce qu'ils étaient joueurs de basket de haut niveau, ils avaient la vie de Monsieur Tout-le-Monde, ils allaient faire leurs courses dans Villeurbanne, ils habitaient, je me souviens des Américains, nous à l'époque, on avait quelques noms comme ça, Willie Redden et Boston par exemple, je crois que c'était la paire d'Américains de l'époque. On les rencontrait, ils se promenaient dans Villeurbanne, quoi. Ils étaient aux terrasses des bistrots, ils étaient dans les supermarchés, ils étaient dans les magasins, il n'y avait pas de problème, quoi. Donc les gens les côtoyaient presque tous les jours, quoi. Nous, on n'avait pas de prime de match. Moi, j'avais pas de prime de match à l'époque. On nous invitait après le match avec les épouses, tous ensemble. Et on avait une amitié qui est encore forte aujourd'hui avec ces gens-là, quoi, je veux dire. Moi, je prends Alain Gilles et tout. C'est mon frère, quoi, je veux dire. C'est pas... 4 piques et la coupe à carreaux. 4 piques et la coupe à carreaux. Fin du match, toute l'équipe allait manger avec les épouses et tout, on mangeait ensemble, on sortait, voilà, c'est tout. Il y a toujours des gens qui ont... Bon, nous, on était un peu fêtards, c'est vrai, mais si on gagnait les matchs, on faisait la fête, alors. Et puis les premiers entraînements, c'était nous. Alors, il n'y avait rien à dire. Hein. On se retrouvait tous au bar. Moi, j'avais fini mon papier, les joueurs attendaient. Parce que j'avais besoin d'eux pour le papier du lendemain, une interview. Ils attendaient. On buvait un coup, évidemment. Enfin, quand je dis un coup, par modestie. C'est là que j'ai commencé ma cirrhose. C'était bourré le soir jusqu'à 1h, 2h du matin. C'était la fête. La fête. Jésus, ami Jésus, Et je
pense que de se voir tous les jours, de manger ensemble, de faire les déplacements, d'aller à l'étranger ensemble, de jouer ensemble en équipe de France, c'est un tout. C'est envoyer plus les joueurs que nos épouses. Et ça, ça a payé après, la preuve. Hein. La période qu'on a vécue, c'est marqué. Hein. Dans les couloirs de l'Asvel, il y a toutes les photos. Hein. À la période faste des pionniers va succéder une seconde période encore plus forte, encore plus chaleureuse. Rien ou presque ne peut résister à cette équipe de copains, surmotivés. Des joueurs surdoués, passionnés, qui croquent la vie à pleines dents et qui, dans le même temps, un ballon à la main, gagnent et gagnent encore. Il faut savoir qu'en 81, donc l'Asvel avait déjà gagné 15 titres de championnat de France en 30 ans. En 30 ans, ça veut dire une année sur deux, c'était l'Asvel qui était championne. Donc elle était le meilleur club français sans discussion possible. Ça ne s'invente pas le collectif. Hein. Il y a Gilles qui est bon, mais les autres derrière, ils sont là quand même, ils se défoncent, ils défendent, ils font des passes, parce que s'il n'a pas de bonne passe, même s'il prend le ballon une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois, bon, il ne passera pas. Hein. On avait un collectif, et on était plus petits que les autres. On était vraiment... C'était un... Quand on rentrait dans cette équipe, il y avait quand même une part de battant. Il fallait avoir la hargne, il fallait avoir la gagne. Ils gagnaient le plus souvent. L'orgueil, le bon orgueil, quoi. Le public, tout. Quoi. Ouais. Ce club avait une faculté extraordinaire à renverser des situations invraisemblables. 1 seconde et demie pour marquer, là, c'est extraordinaire. Voilà, dernier tir de Gilles qui marque. Extraordinaire Gilles. À la dernière seconde, Gilles marque le panier de la victoire. Le public proteste, mais Villeurbanne a gagné par 77 à 75. C'est vraiment extraordinaire grâce à ce panier de Gilles, presque du milieu du terrain. Alain Gilles n'a que 19 ans quand, pour la première fois, il enfile le maillot du club. 1,82 m, 75 kg, pas de quoi impressionner. Et pourtant, quelques années plus tard, il deviendra la légende vivante de l'Asvel. Rapidité d'un félin, dribble efficace, panier de dernière minute, toute la France applaudit celui qui restera à tout jamais le numéro 4. La première année, il a été super intelligent, il est resté dans l'ombre d'Henri Grange, parce qu'il y avait le vieux lion encore qui mordait encore. Et la deuxième année, il a vraiment éclaté. Et après, ça a été le fabuleux joueur qu'on a connu, quoi. Le joueur du siècle. Ça a été effectivement un grand boom, la venue d'Alain Gilles, qui a littéralement explosé et qui s'est imposé dès le premier jour, indiscutablement, par sa vision du jeu, par sa technique personnelle, par sa hargne. C'est lui qui a enlevé la mise, parce que c'est lui qui s'était fait un peu la spécialité de gagner un match à la dernière seconde ou dans les dernières secondes, dans une position impossible, parce qu'il était terriblement adroit dans toutes les circonstances, en forme ou pas en forme, quoi. Il se passait que tout changeait, qu'une situation perdue était renversée et que d'un seul coup l'équipe prenait de l'éclat et arrivait à renverser des situations, à se transcender. Le fait d'avoir été un grand champion ne l'a jamais fait changer dans sa façon d'être. Hein. Il était très accessible. Mais ce qui était impressionnant, c'est qu'il était reconnu partout, quoi. Il était bon à tout point de vue. Aussi bien sur le basket que en dehors, que de partout. C'était l'équipier modèle, c'était le simple, mais bon. Voilà ce que j'ai à dire sur lui. J'ai des super souvenirs et on ne peut pas expliquer, il faut l'avoir vécu. Moi, je l'ai vécu avec lui, donc c'est magnifique de tomber avec des gens comme ça. Voilà. Ce que j'aime, c'est la camaraderie, c'est les copains, c'est de se retrouver sur le terrain et en dehors du terrain, de pouvoir discuter, vivre d'autres passions.
Je ne sais pas si j'étais un artiste ou pas, je ne pense pas avoir été un artiste, simplement je pense avoir bien résolu le basket. J'ai connu le poste de meneur de jeu, ce que c'était de faire jouer les autres. Et je crois que les joueurs qui m'ont entouré m'ont donné autant de plaisir. Et donc sans eux, j'aurais pu rien faire. Donc de toute façon, il y avait un respect de ce côté-là. Alors il est un fait que beaucoup de joueurs de l'époque me faisaient confiance, par exemple, pour les dernières secondes ou d'essayer de gagner un match qui était un petit peu à couteau tiré. Mais c'était comme ça venait. C'était pas tellement travaillé à l'entraînement, c'était on essayait de donner le ballon à l'un et puis voilà, qu'il se débrouille, quoi. C'est comme ça. Il a été trop bon pour le basket, à mon point de vue. On le remercie. Moi, personnellement, je le remercie. La vie d'Alain Gilles n'est pas cependant entièrement consacrée au basketball et aux loisirs. Comme tous ses coéquipiers, il exerce un métier. D'eux-mêmes, car Gilou ne fait rien comme tout le monde. Il est propriétaire d'un bar et attaché de direction dans une entreprise de chaudronnerie. Son patron, M. Raphaël de Barros, un employeur compréhensif, puisqu'il s'agit du président de l'AS Villeurbanne. En 24 ans de période villeurbanaise, j'ai jamais signé un contrat. C'était une question de parole. On allait dans son bureau, on était en tête-à-tête. Et là, il vous disait certaines choses et vous demandiez également certaines choses. Et ça se passait comme ça, une poignée de main. Il n'y avait pas de contrat. Il n'y avait qu'un contrat moral. C'était les maquignons. Voilà ce que je te propose. T'es d'accord, top là, c'est fini. Ma parole, ta parole. Raphaël de Barros, le père de l'équipe. Cet industriel humain et paternaliste présidera l'Asvel pendant 25 ans. Un homme discret, heureux de voir sa famille s'épanouir. Ça a été le grand monsieur, le finisseur de l'Asvel, si on peut dire. Au départ, c'était l'embryon. Bon, d'accord, il y avait les succès, il y avait bon, mais c'est lui qui était qui a enjolivé le club. Quand on faisait venir des joueurs, il s'occupait de leur trouver une situation avec les dirigeants, mais jamais il s'est mêlé de la partie sportive. Pour ça, c'était un monsieur comme ça. J'accompagnais souvent l'équipe 1 en déplacement. Il venait avec nous, avec sa femme, et il amenait le saucisson, il amenait le jambon, il amenait tout ce qu'il fallait, quoi. Moi, je me souviens d'une anecdote. Il y avait un match, ils avaient complètement raté leur match. Il dit, je fais une réunion, je vous invite, vous allez voir, ça va barder. J'arrive, qu'est-ce que je vois dans la maison? La voiture d'un traiteur. On a fait un casse-croûte délirant, et après il a dit, j'avais quelques mots à vous dire, mais je ne me rappelle plus ce que c'était. C'était Raphaël de Barros. Mais les temps changent, le basket évolue. Les amateurs n'ont plus vraiment leur place. En France, l'Asvel est toujours au sommet, mais face aux clubs étrangers, il en va tout autrement. Les basketteurs de Villeurbanne, à gauche sur votre écran, en short blanc, ont disputé hier soir au Palais des Sports de Gerland leur dernier match de la poule quart de finale de la Coupe d'Europe. L'argent et les professionnels vont envahir les grands clubs. Un monde de requins et de mercenaires. Terminant troisième de la poule quart de finale derrière Moscou et Varese et devant Belgrade, l'Asvel est éliminé de la Coupe d'Europe. On s'est trouvé à rencontrer le Real de Madrid et des équipes qui déjà, le Real de Madrid qui était professionnel à 100%, il y avait déjà des Américains, qui avaient déjà toutes les équipes de l'Est. Bon, vous connaissez les équipes de l'Est, c'était pas des professionnels, mais c'était des sportifs d'État qui faisaient que du basket. Donc là, on était vraiment largués complètement, quoi. Les mauvais moments, on a pris des déculottés en Yougoslavie. En Italie, une fois, on a pris 49 points en Coupe d'Europe. Tout Alain Gilles, Alain Vincent et les autres, on a l'impression que le ballon nous passait au bout des doigts et c'était très très dur. Aller jouer là-bas, c'était des pièges, c'était des traquenards. À Ljubljana, ils tournaient la pendule. Quand l'Asvel était en avance, la pendule reculait. Quand l'Asvel était en retard, la pendule avançait. Ils ont carotté 8 minutes sur 40, comme ça. Zadar, ça a été un vol manifeste. Et moi, j'ai eu des ennuis parce que j'avais titré l'Asvel volé à Zadar.
Ça avait été jusqu'à l'ambassade de Yougoslavie à Paris, ça a fait du bruit, mais c'était affreux, affreux, affreux. Et là, il y avait un chef d'orchestre qui était au milieu, qui excitait les gens et tout. On perd, pas beaucoup, toujours match aller-retour, donc c'était le match aller. Et puis on se retrouve au restaurant, et puis ce fameux personnage est venu un peu nous narguer, donc c'est encore mal fini. Ça s'est terminé à la maillotche dans le restaurant. Mais là, les Verts, je peux vous dire qu'ils ont gagné la 3e mi-temps. Malgré toutes ses faiblesses et malgré les obstacles, l'Asvel de l'époque n'a pas à rougir de son épopée européenne. D'ailleurs, pour la première fois, en 1983, l'équipe ira jusqu'à une finale face aux Italiens de Pesaro. On savait que Pesaro était une équipe très forte, avec surtout 2 Yougoslaves qui renforçaient cette équipe, qui s'appelaient Kikanovic et Radovanovic, qui étaient deux joueurs extraordinaires. Et cette finale, on l'a perdue, je m'en rappellerai toute ma vie, parce qu'on l'a perdue un petit peu par la faute à Alain Vincent. J'étais en chambre avec Alain Gilles et bêtement, comme ça vous est arrivé, pendant la sieste, je me lève pour chercher des journaux et tout. Et j'ai heurté, je me suis fracturé le petit doigt de pied contre une table basse. Et donc, on l'a emmené tout de suite, bien entendu, à l'hôpital et on s'est rendu compte qu'il avait une fracture de l'orteil. Il a donc joué avec une piqûre de novocaïne à l'époque pour essayer d'endormir la douleur. J'ai découpé ma chaussure, une injection, donc pour ne pas avoir mal. Mais le coach était pas... Je devais défendre contre Sylvester, un des meilleurs joueurs en face. Et c'est qui nous a fait chuter lors de cette finale. C'était un peu regrettable parce que tout le monde attendait une première Coupe d'Europe à Villeurbanne et malheureusement, on n'a jamais eu. Et en Coupe d'Europe, s'il est un exploit qui restera à tout jamais gravé dans les mémoires, c'est le panier de Vincent Collet. Le 21 janvier 1987 face à Badalone, comment oublier un tel geste? L'Asvel a perdu le match aller de 15 points, mène de 14. Donc à ce moment-là, l'Asvel est éliminé. Vincent prend son shoot, marque le shoot, on passe donc plus 16, fin du match. Quand ça s'est passé, il avait pas autre chose il pouvait rien faire d'autre. Il fallait qu'il jette le ballon en essayant bien sûr de le jeter dans le cercle, dans le panier. Bon, là, on a une chance sur... Et le truc extraordinaire, c'est que la Maison des Sports, qui était un chaudron, est pleine à craquer. Il n'y a pas un escalier de libre, c'est noir de monde. Et en même temps que le ballon traverse la filoche, comme on dit, sans toucher le cerf, toute la salle se lève d'un seul cœur, d'une seule âme, et tout le monde se lève. On était tous debout. Les gens se sont levés d'un seul coup. On faisait pas là ou là, ça n'existait pas à l'époque, ils étaient tous debout. C'était un cri, un seul cri. J'ai jamais vu ça, un panier comme ça, dernière seconde, ça peut être le panier de la qualification. C'est vraiment fantastique pour toute l'équipe. Une image qui fait aussi la légende de la Maison des Sports de Villeurbanne. Une adresse incontournable. Plus de 600 matchs, 38 années de passion. Alors parfois, en fermant les yeux et en tendant l'oreille, on se surprend à entendre encore les clameurs du public. Quand on entrait, bon, il y avait la buvette, on avait le droit de fumer. Ouais, on entrait presque dans un truc chinois, quoi. C'était l'avant. Après, dans la salle aussi, on avait le droit de fumer. Tout fallait voir qu'on se croyait. Ça avait un côté un peu aussi salle de jeu que c'est avant les matchs, quoi. L'ambiance était extraordinaire à De Barros parce que la salle étant petite, elle était déjà toujours pleine à craquer. Je me souviens qu'il y avait des gens qui se pendaient sur les cintres en haut pour bien apprécier le match. Donc c'était vraiment le chaudron, quoi. Ça bouillait dans tous les sens. Finalement, on avait l'impression d'être dans une salle de cinéma.
Sauf que le film, au lieu d'être projeté en face, il était projeté... c'est un peu comme ça que je le vois maintenant. C'est vrai qu'il y avait des fois une certaine euphorie et un public tellement bruyant derrière nous, ça arrivait à nous porter, à faire des choses qu'on n'aurait pas fait d'habitude. Je pense que le fait d'être supporter aussi, on a l'impression que parfois, on peut apporter le petit quelque chose qui va faire se transcender ceux qui jouent, voilà, quelque chose comme ça. Supporter, c'est supporter. Et supporter, ça veut dire encourager son équipe dans les bons et les mauvais moments. Et surtout les mauvais moments. Il viendrait à l'idée de personne, dans un cercle familial ou amical, de mettre la tête sous l'eau de celui qui va pas bien. C'est vrai que quand le public est là derrière nous, ça nous transcende vraiment et ça nous fait du bien. Ça nous donne envie d'avancer pour nous, donne envie d'avoir la victoire pour nous, mais aussi bien pour le public qui est là avec nous. Mais à la fin des années 80, l'Asvel perd de son éclat. Raphaël de Barros démissionne. Alain Gilles tire sa révérence. Le public n'est plus au rendez-vous et surtout les dettes s'accumulent. L'Asvel est au bord du gouffre, au bord de la relégation. Comment dire, on a trouvé une vieille femme en train de mourir étendue par terre, avec que des gens qui l'aimaient, et chacun avait une solution. Du style, ma grand-mère a eu ça, il faut lui arracher le bras, il faut lui tourner la tête. Enfin, chacun avait une seule solution, elle était en train de mourir de ça. Il fallait sauver le club. C'est une partie de l'histoire de la ville. Hein. C'est une institution, l'Asvel, dans cette ville de Villeurbanne. Et je pense qu'on est passé très proche de la mort de ce club à ce moment-là. S'il n'y avait pas eu la détermination du maire, Gilbert Chabroux, qui ne souhaitait pas, il venait d'être maire, il ne souhaitait pas forcément être le maire qui allait faire disparaître l'Asvel. Donc Chabroux m'a contacté en m'expliquant qu'il restait 48 heures pour sauver le club qui allait passer pour la 3e fois au tribunal de grande instance et qui allait être liquidé. Donc je suis parti sur un raisonnement de monter une société d'économie mixte. Il me fallait un président qui connaisse le basket et à ce moment-là, dans tous ceux qui me disaient « faut que tu viennes donner un coup de main », il y avait Marc Lefebvre qui était un de mes amis. Et je lui dis donc si je peux donner un coup de main, franchement ça me ferait tellement de peine de voir l'Asvel disparaître. Et voilà, pour faire court en guise de coup de main, je me suis retrouvé donc quelques semaines plus tard à la barre du tribunal en train de reprendre le club et dont j'ai été élu président à ce moment-là. Il faut trouver un coach et c'est le début de la belle aventure. Donc Savelli me recommande, me dit il faudrait prendre Greg Beugnot. J'y suis sur première citation, j'y suis hostile. Le président Lefebvre, à l'époque, ne veut pas de moi, ça je le sais. Mais comme je ne suis pas buté, je dis à Philippe, eh bien écoute, oui, je veux bien le recevoir. Et donc je descends de Paris, on me récupère, l'entretien devait être près de la gare de la Pardieu, et résultat, on termine chez le président. On a pris l'apéro, on a déjeuné, on a dîné, on s'est quitté à 4h du matin, je lui disais... tutoie-moi, Greg, moi ça y est, ma messe était dite, je le prenais. Ça s'est fait déjà sur du feeling, du relationnel. Je pense même qu'à l'époque, il n'y a pas de projection sur du long terme. Il faut sauver ce club. Un nouveau président optimiste, un nouvel entraîneur passionné. Et à leur côté, une nouvelle recrue venue des États-Unis, Delan Hérode. On le disait en fin de carrière, à l'Asvel, il ressuscitera. L'Asvel ne serait pas redevenu l'Asvel s'il n'y avait pas eu Rod, honnêtement. S'il mise
spectateurs en folie à Villeurbanne pour soutenir l'Asvel et Delaney Rode. Rode qui démarre pied au plancher histoire d'embraser le parquet. Électrochoc pour un choc. Ah mais c'est un génie, hein. Delaney, c'était un très très grand joueur. C'était un très grand joueur. Il était dans un contexte idéal pour lui, c'est-à-dire entouré de joueurs vaillants, mais pas. C'était lui la star. Et je pense que c'est lui qui a valorisé vraiment même ses coéquipiers. Il les rendait plus forts. Il était capable d'être le clutch player comme était Alain Gilles quand il mettait les paniers à la dernière seconde. C'était quelqu'un qui était capable de faire basculer un match à lui tout seul pratiquement. C'est l'impression qu'il donnait. D'une certaine manière, quand il y avait un petit peu le feu, hein, on savait à qui il fallait donner le ballon. C'était un peu cette image-là. Et ça a été une ère nouvelle où ça a redonné un souffle. Des bons joueurs, on a pu faire éclore de bons joueurs autour de lui, hein, comme Alain Dickbeu et autres. Et ça, c'était important. On avait cru l'Asvel moribonde. Certains même l'avaient déjà enterrée et elle renaît avec éclat. En 1992, elle avait le plus petit budget, mais qu'importe, c'est l'ascension fulgurante. Les résultats sont là, le public accourt. La magie de Delaney Rode opère. Et dans la nouvelle salle de l'Astrobal, les Verts tutoient les sommets jusqu'à la qualification pour le Final Four. On allait régulièrement en quart de finale d'Euroleague. Et une année, donc c'est le sommet, c'est le sommet de cette courbe finalement, c'est l'année 97 où nous sommes allés au Final Four, donc 4 meilleures équipes d'Europe. Je pense que les gens vont comprendre que c'est notre plus bel exploit et la plus grande tristesse qu'on ait jamais eue. C'est fou. Et tout ça en 2 minutes de temps. C'est dans cette ambiance incroyable, sous les sifflets, que Delaney Rode a pourtant délivré les joueurs de l'Asvel. Les Villeurbanais peuvent alors rentrer au vestiaire avec leur qualification pour la finale à 4. Et c'est à ce moment-là qu'intervient l'accident. On est arrivés un peu tous en courant dans les vestiaires, il y avait une porte vitrée. Et Jim, malencontreusement, il a mis la main sur la porte et la vitre s'est abattue sur sa main, quoi. Quand on arrive au vestiaire, en fait, on voit les joueurs en pleurs. Mais on voit les joueurs en pleurs, nous, en pensant que c'est des larmes de joie. Voilà, on est qualifié au Final Four. Et là, on voit une énorme nappe de sang. Et Bilba, donc, vient de passer la main à travers la vitre du vestiaire. Et là, c'est le château de cartes qui s'écroule. On vient de faire le plus bel exploit du basket français, le plus bel exploit de l'Asvel par rapport aux compétitions européennes. Quand on arrive dans les poules finales, les playoffs, on a besoin de tout le monde. Et ça se joue tellement, c'est comme une Formule 1, ça se joue au millimètre. Eh bien, un élément manquant déstabilise le système en global. Ça, c'est clair. Échec du Final Four. L'Asvel terminera 4e. Et que dire de ces 5 défaites en finale de championnat de France? Toujours présente, preuve que l'équipe est parmi les meilleures, mais jamais vainqueur. Alors c'est quand même assez terrible. Hein. Alors on peut effectivement dire, mais toujours au sommet, puisque 5 finales, donc toujours au premier ou deuxième de la phase régulière, ou voire une fois 3e, enfin toujours en tête de la phase régulière, et toujours à voir le gâteau et pas avoir le droit de le manger, quoi. Donc c'est très dur. Il aurait fallu un titre. C'est ce que... C'est mon regret, un titre. Déjà pour les équipes que j'ai eues, même si on a eu 3 Coupes de France, on a le Final Four qui est faramineux, mais il manque un titre, c'est bien évident. Je pense qu'on avait une des très très belles équipes de cette période à ce moment-là. Et bon, vous savez, dans le sport, il y a des gens, malheureusement, on n'arrive pas à gagner, même si on a une bonne équipe. Donc c'est un peu dommage pour cette génération, mais qu'est-ce qu'elle a été plaisante à voir. Je pense que ça a redonné un tonus. Les gens en parlent tous. Hein. Je pense que Rode, l'époque Rode-Beugnot, je pense qu'elle reste gravée. C'est une grande page d'histoire, surtout en redémarrant après une période mouvementée. Là, les années deviennent de plus en plus difficiles.
où on va au bout et on devient le Poulidor, quoi. Et sur les épaules de Greg en particulier, ça devient très très difficile à porter, vous avez raison. Fin d'une époque. Greg Beugnot est poussé dehors, puis Marc Lefebvre s'en ira à son tour. Désormais, place à l'argent, au marketing, aux sponsors, au sport-spectacle. C'est une question de survie. En 95, on vient me chercher pour essayer de faire quelque part progresser le club dans ce qu'on appelle maintenant le marketing sportif. Et puis, ça ne se fait pas tout seul. C'est-à-dire que la première fois qu'on vient me voir, je ne suis pas emballé par un certain nombre de choses que je peux découvrir à l'intérieur du club. Et les choses ne se font pas tout de suite. Elles se font au bout d'un an. Ça allait pousser à passer la main à d'autres. C'était le sens de l'histoire, quelque part. Alors après, que ça se passe comme vous auriez aimé que ça se passe, oui, non, bah oui, vous avez raison, ça c'est pas fini comme j'aurais aimé que ça se finisse. Parce que quand une nouvelle équipe ambitieuse arrive comme ça, c'est évident qu'il faut évincer l'ancienne génération pour travailler avec ces hommes. Et que c'était évident que le jour où Moreton arrivait dans le club, il voulait le pouvoir, il allait évincer tout ce qui avait été fait. On me voit rentrer par une porte qui est la porte finance. Donc lui, il est là que pour l'argent. Donc la réticence, elle est légitime. On est dans un club, on est dans un club avec un tissu associatif très fort. Il y a beaucoup de gens qui sont là et qui ont consacré leur vie au club. Et le fait d'arriver comme ça, quelque part, gêne et choque un petit peu. Mais c'est l'évolution, ça me semble être l'évolution normale de tous les clubs. En 2002, c'est le titre de champion de France, tant attendu. Le dernier sacre datait de 1981. Mais pourtant, l'équipe est jugée froide, distante. Tout est à refaire. C'est le signal de l'envahissement du terrain. Il faudra attendre longtemps avant que l'Asvel puisse enfin recevoir le trophée. Longtemps aussi pour que l'entraîneur Bogdan Tanjevic, dont le contrat devrait être rompu, accepte de revenir sur le parquet avec son président, car cette saison fut aussi celle de toutes les déchirures. 2002 est une année très douloureuse, paradoxalement. C'est que d'un côté, on est champion de France, et la plus belle des choses, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est le partage. Et j'ai pas le sentiment que ce titre de 2002 ait été partagé par tout le monde. Donc on reste un peu, enfin en tout cas moi je reste sur ma faim. On a instauré quelque chose, on a essayé de démarrer quelque chose. En 2002, on est récompensé par ce titre de champion de France, mais les décisions qui sont prises tout de suite après montrent bien qu'on n'était pas sur la bonne voie. La rupture a du mal à passer. Les nouveaux dirigeants ont du mal à séduire. Les entraîneurs se succèdent. Le public n'est plus vraiment le même. Des années étranges, sans véritable passion, même si des succès voient le jour. Le club se structure, se prépare pour demain. Les ambitions européennes sont là, plus fortes que jamais, dans un environnement qui se métamorphose. Ce qui est porteur, c'est véritablement la NBA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, c'est malheureux à dire, mais un match de championnat de Pro A, à la télévision, il n'intéresse personne. Ce qui intéresse les gens, c'est de voir des matchs NBA, c'est de voir la Dream Team américaine aux Jeux Olympiques de 92 à Barcelone. C'est-à-dire que le basket, incontestablement, est en train de changer. Il est en train, véritablement, de se mondialiser, ou plus exactement, de s'américaniser. Honnêtement, le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est l'argent. L'argent. Les clubs vont être obligés de se structurer encore un peu plus pour essayer d'attirer une catégorie de gens ou de partenaires différents de ce qu'on a. Pour moi, je pense que c'est logique pour pouvoir exister. Quand on voit les budgets cette année en Euroleague, voilà, on a quasiment le plus petit budget d'Euroleague. Pour exister sur 2 tableaux, il faut avoir une grosse équipe. Pour avoir une grosse équipe, il faut avoir de l'argent. Maintenant, on n'a pas le choix. Pour avoir de l'argent, il faut se développer. Je pense que Gilles
Moreton, Anthony Thieudey ont fait un coup de maître en faisant venir Tony Parker. Je crois que si on m'avait dit quel est le fantasme absolu pour dire tiens qui va être le président de l'ASVEL à moyen terme dans un projet, on pouvait pas imaginer un truc plus fantasmique. Quand j'ai voulu investir dans un club, je me suis dit il faut prendre un grand club, mais aussi qui a une grande histoire. Parce que pour qu'un club marche et que tu veux faire grandir un club, parce que le but de ce club-là, c'est de devenir un grand club européen, il faut qu'il y ait une histoire. Parce que sans histoire, ça peut pas marcher. C'est dur de commencer à zéro. Et donc j'avais envie de faire quelque chose pour le basket français. Parce que moi, je sais ce que je voulais faire après ma carrière, c'est d'être président d'un club. J'ai envie de gérer un club après ma carrière. Et donc j'avais une vision. Et l'ASVEL, quand ils sont venus me voir et que je les ai approchés, on a commencé à discuter. Et ça a tout de suite cliqué. On a tout de suite eu les mêmes idées et la même vision pour le futur et pour les jeunes et pour l'équipe pro. Et donc ça s'est fait très très rapidement. Pour moi, ce serait la plus grande des satisfactions que Tony vienne présider à la destinée du club de demain pour lui faire franchir la dernière étape qui soit la place sur le podium européen. C'est vrai qu'avec l'arrivée de Tony Parker, l'arrivée normalement de la future salle, ça devrait nous aider à monter le club vers un niveau européen. Et c'est vrai que c'est du bonus, quoi. C'est encore une nouvelle étape qui devrait être franchie pour le club. Encore un nouvel homme qui arrive et qui va faire du bien au club. On a un gros problème, on n'a pas de salle en France. On a du mal à avancer au niveau des structures. Et donc une de mes conditions, j'ai tout de suite dit à Gilles Moreton, qui est le président du club, il faut qu'on ait une grande salle, il faut qu'on ait une académie, il faut qu'on ait parce que pour pouvoir concurrencer avec les grands clubs, on ne peut pas payer des gros salaires comme les clubs de Barcelone ou Moscou, c'est impossible. Parce qu'on a beaucoup de taxes en France, donc ça passe par la formation, il faut qu'on ait les meilleurs jeunes. Et c'est la seule façon qu'on peut rivaliser. Et il faut une grande salle, il faut au moins qu'on double le budget si un jour on veut être un grand club. C'est à la place de cette usine désaffectée que la nouvelle salle devrait voir le jour. Une salle de 15 000 places, un site indispensable pour devenir un grand club européen. Et à proximité, un centre de formation, une académie Tony Parker. De projets ambitieux pour une nouvelle aventure collective dont les racines sont et resteront à Villeurbanne. Je pense qu'aller par exemple au Puiseau, puisque ça peut être évoqué à un moment donné, qui est sur le territoire de Vénissieux. Moi je voyais des gens qui me disaient mais enfin on ne va pas remplacer le V de Villeurbanne par Vénissieux, quoi. Et je n'identifie pas ça à un espèce de patriotisme un peu trop étroit, avec le risque un peu de ceux qui sont quelque part, mais je pense qu'il y avait ça correspond à quelque chose de profond, quoi. On ne peut pas délocaliser un club tel que l'ASVEL comme on délocaliserait une entreprise, par exemple. Le club a besoin de ses supporters, malgré tout. C'est la base d'un club. Et si on veut justement qu'ils grandissent, il y a besoin évidemment de l'aspect financier, etc. Mais il y a aussi une histoire à respecter parce que justement, le club, c'est une histoire transgénérationnelle, c'est-à-dire que y a des grands-pères qui vont avec leurs petits-enfants et le socle, il est là. Il restera quelque chose de l'ASVEL. Ce n'est pas possible qu'après 60 et quelques années, qu'un club qui a été créé en 1948, ce n'est pas possible qu'il perde son âme, qu'il perde son identité. Il va rester quelque chose de tout ce qui s'est passé. Un club, il ne se fait pas du jour au lendemain, il s'est fait par des gars qui ont mis la main à la pâte, qui ont mis la main au portefeuille, qui ont mis la main à faire des casse-croûtes, et puis voilà, quoi. Hein. Un club, c'est ça. Hein. Évidemment, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Il y en a eu des moments sur ces 60 ans, des moments difficiles, des moments de crise, mais c'est tout le charme du sport de haut niveau, du sport collectif.
Et c'est ce qui crée le mythe de clubs qui ne, entre guillemets, ne meurt jamais. L'Asvel est un club qui gardera, je pense, toujours son âme. Même si les financiers prennent le pouvoir à juste raison, il gardera toujours son âme. Et en basket, je pense que ça restera longtemps un modèle. Et que sauf cataclysme, oui, l'Asvel sera toujours un grand club.